Salut à tous et bienvenue sur ce Groovycast. Mais c'est quoi cette voix de crooner? Podcast rien que pour vous, les bassistes et les bassistes. Mais ça veut rien dire. Présenté par vos humbles serviteurs, Max Ramy C'est moi. et Jules Brosset. C'est lui. Ça va groover. Yeah. Bonne écoute. Bonjour à tous. Salut Max. Jules, tu vas Comment bien? ça va? Eh ben, très bien. Comme d'habitude, le petit point météo du sud-ouest, il pleut. Mais non. Et si, il pleut. D'accord. Et Ouais. bah écoute, moi j'ai brouillard, comme tous les matins depuis que je suis dans les Yvelines. Voilà. Ok, c'est vrai que tu as changé d'endroit, le bon petit studio qui va bien. Exactement. Avec une bonne réverb, comme vous entendez, puisque la salle n'est pas traitée. Donc, Ah, c'est pas grave, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui est un nouveau jour, est un jour particulier. est Parce qu'on... un jour très très particulier. Exactement, parce qu'on reçoit du coup notre premier invité. Ouh, super. Un premier invité qui est Sébastien Tibax. Et oui. Bonjour Seb, Hello, est-ce que tu vas bien? super. Pareil, hein, j'ai envie de dire, il fait pas trop mauvais dehors. Ah. Ok. Ah ouais, je vais sortir, je pense, aujourd'hui. C'est vrai qu'on est plus près, toi et moi, que Jules et moi. Tu es de Bordeaux, du coup, moi je suis d'Agen. Donc c'est vrai que t'as pas trop l'accent, Seb. Ah ben non, Ah, je suis très déçu. normalement, je devrais avoir un accent bien plus costaud que ça, parce que je viens du Havre. Ah, je viens du Havre. D'accord. Ok, ouais. Donc je devrais avoir un accent qui dit un peu comme ça. Mais bon, non, je l'ai pas. Bon, après, je ferai le quota du sud-ouest, il n'y a pas de souci. Comme ça, moi, c'est parfait. Voilà. Seb, merci déjà de venir en tant que premier invité. Ouais, vraiment un grand merci à toi. Merci à vous. J'adore ce style de partage comme ça, donc c'est cool. Tout à fait. C'est vrai que Seb, on s'est rencontrés, nous, par les réseaux. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de venir sur un de tes lives Facebook il y a 2 semaines maintenant. Donc du coup, c'est parfait. C'est un bon retour des choses, un bon partage et c'est nickel. Et bah ouais, et puis un grand merci pour tout ce que tu fais pour le monde de la basse. Et voilà. Et malheureusement, bah, je n'ai toujours pas pu assister à tes bass camps. Donc j'espère qu'un jour, là, on en parlait avant-hier avec Max. Un jour, ça serait super qu'on puisse y aller tous les deux. Déjà, ça sera l'occasion de se rencontrer avec Jules, parce qu'on s'est jamais vu. On s'est vu uniquement par réseau, par podcast, mais en physique, on s'est jamais vu. Bref, on va commencer un petit peu. Parle-nous un petit peu de toi, Seb. Comment tu as commencé un petit peu la basse? Pourquoi tu as choisi cet instrument? Bref, raconte-nous un petit peu les débuts de ta carrière bassistique. Oh là là. J'ai commencé la musique à 6 ans. Ok. Piano, piano, non, clavier. C'était pas. Voilà, dans ma famille, il y avait un monsieur qui intervenait régulièrement pour des gens de ma famille qui étaient multi-instrumentistes et qui donnaient des cours. Il était accordéoniste, il faisait du sax, il faisait du clavier et il faisait beaucoup de baloche, quoi. Donc voilà, un jour mes parents m'ont dit ça te dirait de faire de la musique. Je dis à 6 ans, bon, ouais, pourquoi pas. Et voilà, c'est parti comme ça. Au départ, c'était pas trop parce qu'il me faisait jouer le Denis Rousseau, tous ces trucs-là. Ok. Bon, à cet âge-là, on fait, hein. Allez, tu fais ça. Oui. Voilà. C'était vraiment ultra populaire, tout le répertoire que j'ai mangé. Mais je me suis aperçu après que le fait de jouer sur un clavier avec une batterie et donc un clic, ça m'a vachement apporté. Parce que je jouais tous les trucs, je les jouais. La pulse est venue naturelle. C'est devenu quelque chose de naturel avec le temps parce que je jouais absolument tout. Je mettais le métronome, clac, c'était parti. Et même à un moment donné, quand j'avais une dizaine d'années, j'entendais le morceau, je savais à quelle pulsation il était. Donc je le mettais aussitôt et c'était parti, quoi. J'entendais l'original. Okay. Donc je suis parti après plus dans. Parce que lui me mettait les partitions. Parce que c'était un lecteur, hein, absolument pas un improvisateur. Okay. Et voilà, j'avais absolument rien parce que j'avais pas de CD chez mes parents. Donc j'avais aucun support pour repiquer, donc je repiquais avec la radio.
Donc quand j'écoutais des morceaux qui me plaisaient, ou mes parents qui avaient des vieux tourne-disques, des Platters et compagnie, eh bien, je repiquais ça et puis je trouvais ça sympa. Voilà, j'ai commencé comme ça. Donc ça forge l'oreille au taquet, quoi. De jouer par-dessus des CD directs, c'est vrai que ça forge pas mal. Ouais, c'est ça. Et après, donc à 14 ans, quand je commençais à la vacuumer, si tu veux, alors avant, j'ai oublié de dire, avant 12 ans, j'ai commencé les premières scènes à 12 ans en fin de compte. Un solo ou t'étais en groupe? J'étais avec mon prof. Ok, d'accord. Cool, hein. Il m'a dit, tiens, ça peut être sympa de faire des communions, des trucs des communions, des anniversaires, tout ça. Et donc, on a commencé à faire ça. Et donc, j'ai pris goût à la scène, très tôt. Et c'était dans un répertoire plus tango, parce que lui, il jouait de l'accordéon. Donc, le tango, fait partie aussi des musiques vachement intéressantes, parce que on était donc batterie, piano et accordéon, et moi, je faisais les basses et les accords sur le synthé. Ok. Donc de 12 ans, et puis après, à 14 ans, j'ai arrêté ça. J'ai dit, ouais, c'est bon, ça suffit. J'avais mon meilleur ami, mon voisin, Yann Elio, qui est toujours mon meilleur ami, avec qui on échange toujours. Lui, il est à Paris, et on se voit très rarement. D'ailleurs, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était cet été. Donc, avec le temps, on s'est dit, tiens, il faut qu'on se voit plus souvent, parce qu'on a été quand même 15 ans sans se voir. Puis quand on s'est vu, je t'ai pas reconnu. Je fais, oh, t'as pris du poids, mon cochon. Ah mince, tu couperas ce passage, hein. Moi je veux pas de soucis là. mais non, il sait. On est vraiment très très proches. On est comme deux frères, hein, vraiment. Ouais. Parce qu'on habitait l'un côté de l'autre. Donc lui s'est mis à la guitare. Et on était année lycée, et je faisais la batterie avec mon synthé, parce qu'il n'y avait pas de batteur. Donc je faisais pas en séquence, parce que les mecs étaient pas assez précis. Donc, comme il y avait des grosses caisses, des caisses claires, des charlets dessus, tu vois, je faisais la batterie au clavier. Au doigt, en finger drumming. Donc ça, voilà, c'est bon, ça jouait vraiment débutant, quoi. C'était très très débutant. Et après, donc Yann prenait des cours de guitare. Et un jour, il y en a un qui se met à la batterie, et je me dis, tiens, la basse, qu'est-ce que c'est? Je savais même pas ce que c'était en fin de compte. L'instrument, je ne connaissais même pas. Donc, je vais dans un magasin de musique à Bolbec, et là, le mec me dit, tiens, regarde cette basse-là, avec cet ampli-là. Donc, j'achète ça, et me voilà parti à faire de la basse. Seulement, le problème, c'est que le mec, il m'a donné le packaging, c'est-à-dire l'accordeur, la basse et l'ampli. Tu te rappelles ce que c'était, la marque? Une Challenger. Ça existe encore, ça? Je pense pas que ça existe encore. Ouais. Et je suis rentré chez moi, donc je commençais à accorder l'instrument. Il m'a dit que voilà, t'avais mi, la, ré, sol. Le seul problème, c'est que comme elle était désaccordée, je ne savais pas dans quel sens était le mi, le la et le sol. Donc j'accorde ma basse, ré, sol, la, mi. Est-ce que vous imaginez le délire? Ah ouais. Donc j'ai joué comme ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Wow. Donc il n'y avait aucune position, hein, je faisais tout à l'oreille, parce que je tâtais à chaque fois. Je jouais au pouce, déjà. Je jouais au pouce. Et j'avais des cloques, tout ça au pouce, c'était formidable. Et on faisait du Noir Désir, tout ce qui sortait à l'époque. Hein. Voilà. Et un jour, j'ai ma cousine qui sortait avec un guitariste qui était un peu le fleuron de la guitare au lycée. Et il arrive avec un batteur aussi qui était très bon. Et il me dit, mais comment elle a accordé ta basse? Est-ce qu'il a essayé la basse? Je dis, j'en sais rien, moi, je l'accorde comme ça. Il me dit, mais regarde, hop, il me l'accorde, comme, voilà. Et là, d'un seul coup, l'illumination, je dis, mais en fin de compte, c'est ultra facile, la basse. C'est ultra... Non, mais quand t'as bossé pendant 1 an et demi avec faire des démarchés comme ça pour aller chercher les notes, aucun schéma. Quand t'as aucun schéma qui se dessine. Donc après, forcément, ça a été beaucoup plus rapide. Ouais, puis j'imagine tu faisais même pas de gamme, tu pouvais même pas faire de gamme avec cette position, quoi. Et après, suite à ça, on fait quelques fêtes du lycée, compagnie.
Et Yann me dit, écoute, je commençais, depuis que j'avais compris le système, tout s'était illuminé, on va dire. Ouais, Le slap, tout ça, je connaissais pas. J'avais aucune culture parce que j'avais pas de CD chez moi. J'avais rien. Ok. Et ma culture, c'était zéro. C'était le tango, le Denis Rousseau, tout ça. Tout ce que je jouais, parce que j'écoutais rien. J'écoutais juste les 3 vinyles que mes parents avaient. Et un jour, il y a... Donc ça, c'était à mes 17 ans. Mon voisin Yann me dit, écoute, il y a un guitariste sur Le Havre qui cherche à monter un tribute Uzeb. Ok. Ok. Et il me dit, écoute, je lui en ai parlé, c'est mon prof de guitare. Est-ce que ça t'intéresse d'intégrer le tribute Uzeb? Je dis, bah ouais, allons-y. Donc, je rencontre le guitariste en question. Il s'appelait, parce qu'il est décédé il y a 2 ans, il s'appelait Serge Hendrix. Ah merde. Okay. Ça match. Serge, le batteur Mathieu Poupard, là, qui est en ce moment le batteur de Little Bob. Ok. Et ça match. Donc, on est parti et on commence à monter un répertoire du live 90. Ok. Bah attends, petite question. T'avais toujours ta 4 cordes? Non, j'étais passé sur 5 cordes et là, au moment où j'intégrais avec Serge, j'ai bien compris que le mec il jouait sur 6 cordes, donc j'investis dans une 6 cordes Warwick avec système MIDI. Ok. Système MIDI, waouh. À l'époque, ça se déclenchait avec il y avait quand même un delay. Hein. Ouais, une petite latence, ouais. Ouais. Ouais, t'avais un delay. Le système MIDI, c'était le petit GR, le petit truc que tu fixais sur ta basse, Ouais. avec le petit pédalier qui va avec. Non, il n'y avait pas de pédalier, c'était un rack. D'accord, ok. Et attends, tu repiquais tout à l'oreille Ouais. de Uzeb, là? Ouais. Putain, mortel. Ah ouais, là, donc ça a dû te forger l'oreille encore. À fond, ouais. À fond, surtout que le problème, c'est que je ne connaissais pas les techniques de slap, d'aller-retour, tout ça. Donc, il a fallu que je comble les vides, on va dire. Ouais. Donc, ça m'a permis de travailler le slap, mais comme une brute, parce que tout ce qu'il faisait en aller-retour, je le faisais en tapé. Ah oui, ok. Donc t'as, oui, un Ouais, petit. Ce que je faisais, en fin de compte, je tapais avec le pouce, et pour donner l'impression de l'aller-retour, je tapais avec le pouce, donc je jouais la note, et après, je claquais ma main Ta main gauche pour faire justement le retour. Tac, 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 tu vois, comme ça. Mmh. Ok. À la manière de Claypool, de Primus un petit peu, non? Je connais pas. Ok. Et donc, on fait une 30 dates dans ce gros truc sympa. Toujours sur le Havre? Toujours sur le Havre. Ouais. Et après, mes parents me disent, musique, c'est pas possible. Donc, ils me disent, il faut que tu trouves un boulot un vrai boulot. Donc, à 18 ans, donc je passe mon bac et je fais kiné. Ok. Donc, kiné, je fais ça pendant 2 ans. Et après, une fois que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour le diplôme et compagnie, je passe, je leur dis, je pense que la musique, c'est vraiment mon truc. Et je pars sur une formation. Je me dis, il faut peut-être un diplôme quand même, pour enseigner, pour aller plus loin aussi, tout simplement. Et j'intègre alors, c'est pas un conservatoire, c'est une école à rayonnement régional qui formait médaille d'or, DEM et compagnie. Et à l'époque, c'était médaille d'or. Okay. Et j'arrive et le bassiste, c'est... je m'en rappelle plus comment. Emmanuel Robillard, qui joue beaucoup dans tout ce qui est musique gospel et compagnie, qui est à La Réunion en ce moment. Et il me fait passer la médaille d'or en 1 an, en fin de compte. J'intègre... donc je la passe aussitôt et j'obtiens le joli petit diplôme. Ok. Et en même temps de ça, pendant que je passais ça, je passais aussi une licence de musicologie. D'accord. Donc j'ai tout eu. Et puis après, une place se libère. Emmanuel me dit, écoute, il y a une place de prof qui se libère au SEM, au Havre. Donc c'est l'équivalent par exemple, du SIAM à Bordeaux. C'est les écoles de la FNEJBA. Okay. Donc j'y vais. En même temps, pendant cette même période, je prends des cours directement avec Alain Caron et avec Dominique Di Piazza. Waouh. Je pars avec un gros bagage, tu vois. Bah oui. Et Dominique, on s'est vu plus souvent qu'Alain. Mais Alain, en fin de compte, m'explique cette fameuse technique d'aller-retour. J'assiste à un premier masterclass où justement on se rencontre et puis on commence à parler de tout ça et après on se revoit après. Dominique, c'est pareil. Dominique, on s'est vu au moins 6-7 fois. Et après,
Donc je reste 1 an et demi, 2 ans au SEM en tant que prof de basse. Et après, j'entame avec le JUPO. Et le JUPO, c'est-à-dire c'est une extension du Conservatoire du Havre qui ne fait que jazz et musique actuelle. Et donc là, j'intègre le poste de référent musique actuelle là-bas. Parce qu'entre-temps, j'ai passé un CA en candidat libre. Ah oui, CA, ouais, putain, c'est gros échelon, là. Ouais. À l'époque, c'était la première session où on pouvait le passer en candidat libre. Donc il fallait juste être musicien pour le faire. Et avoir une expérience d'enseignement. Donc c'est ce que j'avais. Donc voilà, donc voilà, ça me permet d'intégrer le conservatoire avec ce joli petit papier. Et j'y suis resté au JUPO jusqu'à mes 32 ans. Donc ça veut dire que je suis resté 10 ans là-bas. Ok. Voilà. Donc super endroit, des profs. En fin de compte, ce qu'il faut savoir, le JUPO, c'est une école qui a été construite par les musiciens qui jouaient sur le France à l'époque. Ok. Le France, c'était un bateau où sur ce bateau-là, il y avait énormément de jazz. Et tous les icos du France ont décidé en 1950, je sais pas combien, de créer une école de jazz qui s'appelait le JUPO. Et c'est devenu, c'était la plus vieille école de France et il y avait des putains de icos dedans là, trompettistes, tout ça. Donc les mecs qui jouaient tous les jours sur le bateau, donc autant vous dire que ça bastonnait dans les brass bands, c'était la folie quoi. Tu m'étonnes. Donc voilà, donc ça c'est la période. En même temps, comme j'avais une licence, je commence à bosser dans l'éducation nationale, parce que ça me plaisait. Et je commence à trouver des plans sur Paris, donc je monte assez régulièrement sur Paris pour bosser, soit en studio, soit en concert tout simplement. Donc c'est là les premières jams au Baiser Salé, les premières rencontres avec Adrien, les premières rencontres avec Étienne, enfin, tout ça. D'accord. Okay. Voilà. Donc ça a commencé comme ça, et puis après j'ai intégré... Ah, ça c'est très drôle ça. J'ai intégré un groupe. Alors j'ai envie de dire, ça m'a vachement formé, mais ça m'a vachement aussi bridé. J'intègre un groupe de musiciens, assez extraordinaire hein, quand même. Les casinos de France ont leur patron, le boss des casinos de France s'appelle Monsieur Roger, a un casino à Saint-Valery-en-Caux, donc à côté de Dieppe, dans le nord de la France. Et il a envie de se faire plaisir et il veut 5 zikos qui jouent tous les samedis, voire plus, dans son casino. Et après, cette formation-là, elle est envoyée dans tous les palaces partout chez compagnie, à travers la France et ailleurs. Donc, je postule, je rentre dans ce groupe-là, il fallait jouer de la contrebasse, il fallait jouer la basse. Donc, voilà. Et c'était hyper intéressant, parce que justement, on jouait jamais les mêmes morceaux. Les morceaux, on les avait en lecture le jour même. Voilà, les garçons, on va jouer ça aujourd'hui. Ok. On avait les partages, puis on lisait à fond, quoi. Le chant et instrument, parce qu'on devait tous savoir chanter aussi. Okay. C'était une super formation. J'ai fait ça pendant 10 ans. Et pourquoi ça t'a bridé ? Pourquoi ? Parce que on avait signé un contrat à durée indéterminée. Ça veut dire qu'on jouait tous les samedis. Et donc ça empêchait de faire des plans à côté. Ok. Tous les plans qu'on me passait à côté, oui, salut, machin, tout ça, tu peux le faire. Bah non, le samedi, je peux pas. Je suis pris jusqu'en 2013. Et c'était à chaque fois des morceaux en fait qui étaient dans la tendance actuelle. Quand on a reparlé avec le saxophoniste que j'ai vu il y a pas très longtemps là, on avait 4200 morceaux différents qu'on a joués. Waouh. J'imagine tous les styles quoi en plus. Tous les styles. Ça commençait jazz, c'était jazz, on commençait par jazz crooner, parce qu'en plus le pianiste chanteur avait une voix extraordinaire quoi. Après on embrayait sur du rock parce que le guitariste qui était là c'était l'ancien back de ZZ Top. Enfin, les mecs ça jouait de la mort hein. Ouais. Oui, donc ça t'a bridé, mais en même temps ça t'a aussi, j'imagine, ça t'a vraiment consolidé dans ton jeu quoi. L'oreille à fond, tu vois, parce que en fin de compte t'as une sorte de répète live. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est clair. Et ça devait jouer quoi. Ouais, ça devait y aller quoi. Voilà, ça devait jouer.
Puis financièrement, j'imagine que c'était intéressant quand même, parce que c'est des groupes qui ont de l'argent, quoi. Le cachet, il était à 320 net. Ouais, c'est ça. Ok, parce que là, tu étais intermittent à cette époque-là? J'ai passé intermittent, ouais. Et à l'époque, on avait la chance de pouvoir cumuler je pouvais cumuler le collège, le conservatoire et ça, et l'intermittence. D'accord. Mais comme mon statut d'intermittent était plus élevé, c'était intéressant. Et c'est à ce moment-là aussi où tu as appris à chanter, ou c'était déjà un truc que tu faisais? Non, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai appris à poser ma voix. Je chantais pas énormément de morceaux, hein. J'en chantais 4 ou 5 par concert. C'était avant tout les 3 autres là, guitaristes qui chantaient vraiment bien anglais. Le saxophoniste, lui, c'était vraiment tous les morceaux, Alain Souchon, tout ça. La seule chose qu'on ne faisait pas, c'était du Goldman, parce que voilà, les icônes ne pouvaient pas supporter Goldman, donc voilà, on faisait pas de Goldman. Okay. Mais on faisait toute la soul américaine, Earth, Wind & Fire. En plus de ça, le pianiste a travaillé avec eux, donc forcément, tu vois, ça, c'était cool. Ok, donc c'était pas que des icônes français, c'était des icônes un petit peu internationaux. C'était des Français qui avaient bossé à l'étranger. D'accord. Mais du coup, qui étaient plus âgés que toi ou Ah oui, j'étais le minot, ils avaient 40 ans, eux. D'accord, ok. Moi, j'avais 21, et eux, ils avaient entre 31 et 40. Wow. Ok, putain. Donc, voilà, c'est quand Jean, il prend la guitare et qu'il te fait le solo de la grange, si tu veux, t'as juste envie de pleurer, quoi. Ouais. Je voudrais revenir un peu sur tes cours, enfin la première fois, parce que finalement, tu as commencé à prendre des cours assez tard. Ouais. Par rapport à ton cursus. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement de différent par rapport à ton jeu? Ça m'a apporté surtout, ça m'a permis déjà de voir des bassistes que je ne connaissais pas. Le premier bassiste que je ne connaissais pas à l'époque, c'était Pasto, parce que pour présenter la médaille d'or, je devais jouer à Avona. Ok. Et j'ai trouvé le morceau sympa, mais tout en ayant toujours de la retenue, parce que Pasto, il y avait un truc qui me gênait dans ses albums, et que j'ai jamais pu expliquer pourquoi. Je peux pas l'écouter, quoi. Je trouve qu'il est pas en place. Voilà, je sais pas pourquoi. Je trouve qu'il. D'accord. Mais voilà, c'est perso. Après, c'est. Je sais qu'à chaque fois que je dis ça, en général, les mecs. Bah ouais, voilà. Ah non, tout à fait. Je te comprends, tiens, pas sur la mise en place, mais j'ai eu du mal du coup à rentrer dans le style de Pasto pendant pas mal de temps. Et c'est juste, moi personnellement, c'est plusieurs bassistes qui m'ont fait aimer un petit peu Pasto. Je suis pas rentré dans Pasto directement et j'ai pas kiffé du tout. À la première écoute, j'ai vraiment pas kiffé. Je sais pas si. Le mec, il a ouvert une voie. Tout à fait. Ça, par contre, oui, c'est indéniable. Mais c'est pas pour. Il a fait en plus de ça, j'ai eu l'occasion de jouer avec des gens qui ont joué avec lui. Donc, le mec, le guitariste là, Pascal Rosé, qui était prof au MIT à Los Angeles là, et qui avait fait quelques scènes avec lui. Il m'expliquait qu'il écrivait tous ses solos. Oui, c'est ça. D'accord. Ouais. Il n'y avait pas un truc comme voilà, un truc libre, tu vois. Ouais, c'était pas de l'impro, c'était de l'impro travaillé. Voilà. Après, voilà, le mec, il a ouvert quelque chose et c'est très très bien. Donc oui, ça m'a permis de découvrir aussi Marcus Miller, ça m'a permis de découvrir Victor Wooten, ça m'a permis de découvrir... Victor Wooten, c'est lui qui m'a fait découvrir ça, et Richard Bonas, c'est le premier luthier qui m'a fait une basse. Parce qu'à l'époque, donc, je voyais Alain, et les F, je les trouvais complètement dingues. Okay. Et j'ai un luthier avec qui je discutais, il me dit, bah écoute, moi... Mais j'avais envie j'avais envie de comprendre comment fonctionnait l'instrument. Donc, il me dit, bah écoute, on va faire un instrument ensemble. Et je l'ai eu quand j'avais une vingtaine d'années. Et le mec, voilà, on a fait cet instrument-là, qui sonnait du feu de Dieu, 6 cordes fretless. 6 cordes fretless. Ouais. Ok. Et ça me permettait de jouer jazz, tout ça. Même si c'est pas une basse que j'utilisais non plus énormément, parce que je te dis, je jouais surtout contrebasse quand on faisait du jazz. Et donc c'était une basse que j'utilisais plus pour faire le tribute à Uzeb. Et du coup, la contrebasse, tu t'as appris tout seul ou t'as eu un prof? Tout seul. Alors la petite histoire très rigolote de la contrebasse, c'est que on me dit, bah Seb, la semaine prochaine, tu dois savoir jouer de la contrebasse.
Ok. Donc, en plus, les morceaux, c'était pas non plus la rigolade. Il y avait Lullaby, Harborland, des trucs comme ça qui étaient assez. Ouais. Et donc, savoir jouer la contrebasse, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire les walking et les solos. Ok, ça marche. Et je trouve pareil, chez même luthier, je lui dis écoute, t'aurais pas une contrebasse qui traîne? Il me dit ouais, j'ai une vieille contrebasse que je voulais restaurer. Je dis écoute, t'as 3 jours pour me la restaurer parce que moi j'aimerais bien mettre au moins 4-5 jours pour bosser dessus. Donc il me la restaure. C'était une vieille contrebasse qui avait été importée, une américaine de la Première Guerre mondiale. Ok. Donc avec un passif et en contreplaqué, mais contreplaqué de très très haute qualité, c'était vraiment du costaud, quoi. Du costaud. Ouais. C'était pas du massif, mais c'était du c'est ça. costaud. Donc je lui demande de me refaire le chevalet, de le descendre, parce que je voulais une action très basse. Parce que voilà, je ne faisais pas d'archer, et c'était hors de question de faire de l'archer. Et je lui demande de mettre, comme sur une fretless, des points. Et à la 12e case, 2 points et des points. Voilà, donc ce qui fait que le passage a été très très rapide. Ok. Et là, du coup, là, tu peux dire vraiment, elle a fait la guerre. Elle a fait la guerre. Pardon. Excusez-moi, je voulais la placer. Toi, la contrebasse, je vois pas pourquoi on mettrait pas de points. Ah, mais tout à fait. Ouais. Ouais. Ouais, les puristes, tout ça. Mes couilles, toi. Si tu dois jouer juste, bah, t'as un point, ça t'aide, tant mieux, quoi. Bah, Tout à fait. C'est marrant parce que c'est que sur les contrebasses électriques où t'as des points. J'en ai rarement vu sur des contrebasses classiques. Bah oui, parce que c'est cette espèce de côté puriste de pas avoir de points, jouer tout à l'oreille. Bah ouais, mais bon, je suis désolé, hein. Il y a beaucoup de contrebassistes, quand tu les entends prendre un solo, tu fais ouf. C'est normal, c'est un solo de contrebasse, c'est fou, c'est normal. Ah oui, d'accord. Bon, sinon, ça pourrait être joli si c'était juste. Tout à fait. Et du coup, tu l'as toujours la contrebasse, la même ou Non, parce que j'ai arrêté la musique pendant 5 ans. T'as arrêté carrément la Ouais, musique. tout. J'ai tout arrêté. Ah ouais. J'avais tellement de boulot. J'avais un petit garçon. On avait prévu avec mon ex-femme de déménager sur Bordeaux. Ok. Et il y a plein de choses qu'on fait, voilà, que j'ai arrêté. C'est-à-dire que le groupe des casinos s'est arrêté. Ok. Et le Jupo commençait à battre de l'aile au niveau financier. Donc je me suis dit, voilà. Puis j'avais envie de faire autre chose aussi. Je me suis dit, je vais faire autre chose. Donc voilà, je suis tombé sur une formation pour devenir optométriste. C'est-à-dire, c'est opticien, mais aussi pour corriger les yeux et contactologue, c'est-à-dire pour la spécialiser dans les lentilles. J'ai trouvé cette formation sur Paris. Et puis je vais la faire, c'était en 9 mois. Donc, et puis c'est bon, j'ai eu le diplôme. Et après, on est venu s'installer l'année suivante sur Bordeaux. Ok. Et là, t'avais quel âge? 32. Ok. 32 jusqu'à 36, 37. Ouais, 37. Donc j'ai fait ça. Après, voilà. Bon, c'est de la vente. Moi, ce qui me plaisait surtout là-dedans, c'était le côté médical. Après, j'ai travaillé beaucoup avec les ophtalmos. Ouais. Et puis un jour, je me remets, donc je me sépare avec mon ex-femme et je me remets avec une autre nana qui est chanteuse et qui me dit ça serait peut-être bien que tu te remettes à l'instrument comme ça. Ouais. Donc je ressors, j'avais gardé la seule basse que j'avais gardée, c'était une JNL ultra vieille. Okay. Je la ressors et puis ça revient assez vite. Et j'avais pas touché l'instrument pendant 5 ans, 4 ans, 5 ans. Wow. Et ouais, ça revient assez vite. Et j'intègre un groupe de cover sur Bordeaux pour mettre tout ça en pratique. Cover d'un groupe en particulier ou cover général de ce qui vient? Voilà, tout ce qui vient assez pop rock. Et à la guitare, c'était Jean Fontanille. Ok. D'accord, Tout à fait. excellent. Qui a une très bonne chaîne YouTube aussi. Ouais, et puis qui joue avec Mulot. Enfin, je sais pas s'il joue encore avec lui. Rarement. Et Jean me dit ouais, j'aime bien comment tu joues. Je fais un album. Est-ce que ça te dirait de jouer à la basse dessus? Je dis ouais, si tu veux. Donc l'album, on travaille dessus pendant. C'est Aurélien Ouzoulias qui fait la batterie. C'est Stéphane de Rennes qui fait les claviers. Stéphane de Rennes? Ouais. Ok. Je le connais très bien. Ça a été mon pianiste pendant quelques temps avec mon groupe Windows. Mais très, très rigolo. Okay. C'est très rigolo. Et c'est Stéphane qui fait les pianos et on fait une reprise. On fait
des morceaux que je ne connaissais absolument pas. Mainstein, tout ça. Et là, je dis à Jean, écoute, je ne veux pas connaître les morceaux, tu m'envoies juste toi ce que tu as joué, ce que Aurélien a joué. Stéphane, il a posé son piano après. Et après, on voit ce que ça donne, quoi. Je vais faire comme si j'étais en studio pour une première fois. Vu que je les connais pas, les morceaux, je vais pas essayer de repiquer le morceau, je vais essayer de faire ce que je ressens. Ok. Excellent. Et il y a des morceaux, par exemple, comme... Attends, je sais plus ce qu'on avait joué dessus. Oh, merde. Qu'est-ce qu'on avait joué? Technical Difficulty de Paul Gilbert, Slash Boogie de... Satch Boogie de Joe Satriani, Party in Simon's Path de Steve Lukather et Simon Phillips de Los Lobotomies, Electric Gypsy de Andy Timmons, Trilogie Opus 5 de Mainstein, Vivaldi de Ronda, et un morceau de Morgable, Spigo No, je sais pas quoi, et un morceau d'Eric Johnson, Cliff of Dower. Ok. Donc voilà, tous ces morceaux-là, en plus c'est assez éclectique au niveau de la guitare, hein. Il y a du blues, enfin il y a des trucs un peu bluesy, des trucs ultra chiadés, classiques, tout ça. Puis à chaque fois, je lui proposais des trucs, et à chaque fois, j'en dis ah super. Il y a un seul morceau où il a fallu que je refasse la ligne de basse, c'était sur le Vivaldi, parce que je l'avais énormément complexifié. Ok. Je l'ai joué à la Wooten. Ah, tu l'as joué à la Wooten, ok. Ouais. Donc d'un côté, t'avais gens qui te disaient ah ouais, c'est vachement original, et l'autre côté, tu vois, comment il s'appelle, Aurélien disait ah ouais mais ça change de trop, les guitaristes ils vont plus rien comprendre, la basse elle est très très présente. Donc voilà, donc j'ai refait une version un peu plus soft, moins compliquée. Donc là ça m'a permis d'écouter l'original et de me dire ah oui c'est vachement simple en fin de compte. Et moi je m'attendais à un truc qui partait dans tous les sens, quoi. Et en fin de compte non, c'est voilà. Ok. Donc voilà, ça c'est avec Jean. Et puis après les marques commencent, on monte avec Jean lui il avait monté comment ça s'appelle, Ben Nut. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Ben Nut s'arrête et il monte dans la foulée You Guitar Tool. Et toujours dans le même temps, il me dit bah écoute, ça te dirait de faire un truc à la basse? Bah, je dis ouais, pourquoi pas. En plus j'avais tous les contacts avec Adrien et tout ça. On va essayer de faire ça. Et ça a pas mal marché. On a fait pendant 1 an, mais ça demande énormément de temps de gérer un site en ligne de cours pour qu'il soit référencé, pour qu'il y ait les. Alors moi ça m'a un petit peu, ça m'a un peu usé. Refroidi. Ouais, et juste t'étais revenu, excuse-moi, t'étais revenu vraiment à fond dans la musique à ce moment-là. Enfin, tu t'étais. Et j'ai commencé à avoir d'autres groupes à côté qui me faisaient vraiment envie. J'avais vraiment envie de faire de la musique qui me plaisait, quoi. Parce que je t'avouerais que certains moments dans la musique, t'accompagnes des artistes ou des personnes et tu vas un peu à reculons. Okay. Donc là, j'avais pris la décision de dire bon bah je fais de la musique avec des personnes que j'apprécie surtout, et des musiciens avec qui je m'arrange bien musicalement. J'avais pas envie d'écouter un album par exemple en me disant voilà, ça joue mal. Tu vois. Donc voilà. Donc ça c'est avec Jean, et puis après qu'est-ce qui s'est passé? Après tout s'est précipité, hein. Les marques commencent à venir me revoir parce que j'ai des partenariats. J'avais un partenariat avec Fender quand j'étais dans les casinos. Okay. Donc j'avais une jolie Fender, je sais plus comment le terme de cette basse là c'était quoi. C'était une jazz bass mais avec une table en érable ondé. Ok. Et vraiment un truc assez atypique. Micro, tout était doré, elle était très très belle. Et quand je reviens, je me dis bon, cette fois-ci j'ai envie d'une basse qui me ressemble. Plusieurs fois j'avais rencontré Richard Bonnat,
et il m'avait fait essayer sa basse. On se connaît depuis longtemps avec Richard. Et il me fait essayer sa Fodera, et je tombe amoureux du côté single cut, par le timbre de l'instrument. Et c'est là où je vais voir Christian Noguera, qui me conseille, parce que il y a Yves Carbone qui était de retour sur la région. On se revoit, on se prend un petit café avec Yves, on se fait une bouffe. Il me dit mais va voir Christian, tu vas voir, il fait des super instruments. Je vois Christian et donc on parle du projet Single Cut et il me fait la première Single Cut. Voilà. Ok. À cette époque, est-ce que tu as déjà ton petit style un petit peu de jeu très percussif à la basse, ou comment c'est venu ce style de jeu? Et est-ce que ce style de jeu t'a amené à fabriquer une basse en fonction de ton jeu à toi? Non, à l'époque, je jouais vraiment en butée, et de temps en temps, je faisais 50-50. Et puis, à un moment donné, sur scène, plusieurs scènes d'ailleurs de suite, j'ai eu des grosses crampes dans la main droite, des asphyxies musculaires, et c'est là où je me suis posé la question. Je me suis dit merde, pourquoi? Parce que j'en voyais vraiment beaucoup en notes, et le corps tenait plus. Donc je me suis dit il faut que je trouve une solution, et j'ai réfléchi, comme j'avais pas mal de bases en kiné et compagnie. Et j'ai trouvé cette position de main en picking, où justement tout l'influx musculaire, l'influx au niveau du sang permettait de ne pas avoir de contraintes par rapport à la butée, où il y a une première cassure. Voilà. Et depuis, j'ai plus ce problème-là. Donc il a fallu que je travaille un petit peu quand même l'instrument par rapport à cette technique. Et puis ça a été rapide. Je jouais déjà beaucoup en accord à l'époque, par rapport à Dominique qui m'avait montré. J'avais les bases avec Dominique. Mais on la joue pas de la même manière. C'est-à-dire que lui, Dominique, qui joue pouce majeur, et moi je joue pouce index. Donc la position est complètement différente. Il y a une rotation au niveau du poignet. Donc voilà, c'est comme ça que je suis parti sur ce style-là. Puis après, forcément, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé après? Je me suis dit que c'était intéressant d'en faire profiter, parce que je trouvais que c'était la technique apportait beaucoup en vélocité. Exactement, tout à fait. Ouais. Plein de choses qu'on ne peut pas faire en butée. Tout à fait. Puis un jeu aussi en palm mute, quand tu as la main vraiment déjà en place, déjà c'est vrai que ça avantage un petit peu tous ces petits styles de ghost note main droite. Puis c'est très percussif, ça permet vraiment de jouer. Moi, c'est ça que j'aime bien quand je t'écoute, c'est. Tu vois, ça me donne la même impression qu'un Wu-Ten, où je me dis putain, la basse même tout seul, ça le fait. C'est un truc, si tu veux, que ça que j'ai développé quand j'accompagne. J'aime beaucoup cette formule. Je suis avec un chanteur qui est guitariste, et j'essaye de faire de telle sorte que d'exploiter l'instrument au max, tu vois. Putain, là, je suis désolé. On l'entend, là. Putain, j'ai ma belle-mère, là, elle doit galérer en bas. Enfin, bref. Vas-y. Les joies d'être papa. Le but, c'est vraiment sur scène, que les gens entendent une pulse, et à la fois une pulse et une sorte que le groove soit là. Donc le guitariste, lui, plaque les accords sans se poser de questions. Il fait son chant, et moi je m'occupe de tout le reste. Ça veut dire que soit je fais les contre-chants et la basse en même temps avec les accords, avec une petite pulse. Ça me permet vraiment en plus de travailler, d'exploiter à fond chaque morceau, plutôt que faire simplement la ligne de basse, quoi. Et est-ce que justement ce truc-là, t'as vraiment consolidé ton groove, quoi? À mort, parce que même il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais en studio tu fais comment? Et c'est un gros problème d'ailleurs. Il y a beaucoup d'albums que j'ai fait là récemment. J'en ai discuté en plus avec des personnes qui étaient à l'origine de l'album. Je leur ai dit, je suis désolé, mais le son de ma basse sur l'album, je le trouve pas si dingue que ça. Et à chaque fois la réponse est oui, mais l'ingénieur son ne sait pas comment mixer le jeu. Il y a qu'un ou deux mecs qui arrivent, parce que je leur dis à chaque fois, ne mettez rien, pas de compresseur, pas d'effet. Le son, l'ambitus, je descends dans les graves, je vais vraiment dans les aigus, et tout ça très très vite.
Donc quand je fais les accords en même temps, et les mecs ils sont perdus parce qu'ils ont des pré-réglages de basse, et quand ils mettent un pré-réglage de basse très sourd, bah forcément quand tu fais l'aigu c'est fini, il n'y en a plus. Ouais. Mais finalement, toi, il te faudrait un micro très sensible devant, tu sais, comme ça se fait dans le métal, par exemple, pour avoir vraiment cette attaque des doigts. Pas du tout. Le débit et les claps, tout ça, en fonction de l'instrument, tu fais un réglage pour faire ressortir suffisamment le son, parce que la plupart des batteurs qui sont pas super calés, le problème c'est que quand je fais le clap sur le 2 et le 4 par exemple, si je fais un groove, bah on entend un tout petit décalage, un petit latence. Ouais. On entend un clac, clac, tu vois, un truc comme ça. Bon là si ça en arrive à ce niveau là c'est grave pour le batteur, mais voilà, on l'entend normalement quand tu joues avec un mec qui est calé, tu vois, ça vient enrichir la caisse claire. Est-ce que, enfin, si tu le permets, Max, comment t'es venu justement par contre ce partenariat avec Marc Bass? Tu vois, ça m'intéresse de savoir un peu comment, parce que tu as été finalement un des précurseurs en France à jouer, en tout cas à ma connaissance, avec cette marque, et comment s'est faite cette rencontre, etc. quoi. Ça s'est fait fou. Oui. J'envoie un message à Jeff, qui est le mec qui gère Marc Bass en France. Jeff, qui serait chez Mogar. Et donc moi j'étais chez Bose avant. Ampli. Je jouais sur une colonne Bose parce que je trouvais que le son, justement, il était vachement ouvert. T'avais vachement de basse, les aigus étaient définis, mais je me suis dit bon, c'est pas un ampli de basse, donc j'ai envie d'aller sur un ampli de basse. Et puis Marc Bass, voilà, j'avais envie d'essayer, j'ai essayé, ça m'a plu. C'est très drôle. Donc au départ, Jeff me dit bah, écoute, ouais Seb, avec plaisir, on peut bosser ensemble, tout ça. On t'envoie un 2 fois, un 2-10 Ninja. Tu l'essaies, tout ça. Je l'essaie. J'avais une grosse scène, une scène sympa, il y avait 4-5 000 personnes. Et je pose le 2-10 sur un Ampeg, je commence à jouer. Et là, je me dis, waouh, c'est pas assez. Là, le 2-10, le 2-10 250 watts pour une scène de 15 mètres de large, ça va pas le faire. Parce que c'était pas repiqué, t'avais pas de retour devant toi ? Si, bien sûr, mais la présence qu'il avait sur scène n'était pas dingue. Ouais, t'avais pas assez de pression acoustique pour pouvoir... okay. Donc, j'appelle Richard, je lui dis, écoute Richard, qu'est-ce que tu me conseilles ? Parce que c'est toi qui tes signatures. Puis ça marche plutôt pas mal. Donc il me dit, écoute Seb, tu prends 2 caissons des 2-12. Ok. Tu prends 2 12, 2 fois 2-12, donc 2 caissons de 800 watts, plus une tête 2 fois 800 watts. Ok. Donc il m'envoie ça. Et là, Ninja, ouais, ils avaient que ça de dispo. Puis moi, que ça marquait Ninja ou Marc Bass dessus, je m'en fous, quoi. Ok. Première scène, je reçois le matos, j'avais une scène le soir, Dark Mountain Project, un groupe de jazz vachement, jazz rock, dans une belle salle, hein, pareil, une salle à 1000 personnes, et je pose les 2 amplis sur scène, et là je commence à jouer à la balance, et là le mec me dit, ça va pas être possible. C'est trop fort. Il y avait trop de présence juste sur scène. Okay. Donc, obligé d'en débrancher un, tu vois. Je joue avec un seul, puis là, j'étais à 2, si tu veux. Le truc, j'étais, tu vois, bon. Là, je me dis, bon, il faut que je trouve encore une autre solution, parce que là, c'est beaucoup trop puissant sur des scènes, même des scènes sympas. Donc, j'étais passé du truc sympa de gig dans les restos à un truc qui te faisait... Monumental, ouais, j'avais 2 fois 800 watts. Ah ouais, non, c'est énorme, hein. C'est énorme. Je renvoie un message à Jeff, je dis écoute, je t'en renvoie un. J'en ai gardé un seul, qui suffit largement. Et en plus, et après, je me suis pris je lui dis qu'est-ce que t'as d'autre sympa, j'aimerais un truc avec un petit design différent, et ils m'ont envoyé le Marc Acoustique, qui est très très bien. Ok. C'est un 1.12. Tu peux mettre de la voix dedans, c'est très très bien. Okay. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé avec Marc Bass. Et donc du coup actuellement tu as quoi comme ampli ?
J'ai ces deux-là. J'ai le 212 de Richard. Et j'ai pour les petits gigs, parce que là, l'ampli fait 5 kilos. Et il sort 250 watts. Donc, tu vois, c'est cool. Ouais. Puis il sort bien, hein, vraiment, c'est un super son. Donc, je prends celui-là pour des petites sessions et je prends l'autre dès que je suis sur des plus gros plateaux. Ok. T'avais pas testé l'ampli Mark Bass avec la petite lampe? Je sais plus le modèle exact. Si j'avais eu, il me l'avait envoyé. Très très bien aussi. Très très bien. C'est plutôt un son vintage. Ok. Ouais. D'ailleurs, quand on avait fait le premier camp avec David Jacob et Romain Labaille, David, il était tombé amoureux de la tête. Du son vintage. Ouais, du son vintage. Et du coup, là, on va faire un petit point matos. Donc, ampli, du coup, tu as les deux Mark Bass. En effet, qu'est-ce que tu as en effet? La première Mac qui m'a envoyé des effets sympas, c'était Eventide. Donc, il m'a envoyé le H9 Max, qui est une sorte de bête faut avoir un diplôme d'ingénieur pour comprendre comment ça marche. Ah, mais c'est clair, hein. Mais par contre, c'est génial. Hein. Si on passe un peu de temps, c'est vraiment topissime. La deuxième marque, c'est Two Nuts. Ah, normal, ouais. Ah oui, bah oui. Avec le torpedo, tout ça. Machin. Voilà, le câble M et puis le The Bass. J'ai eu Fred Amp qui m'a fait un préamp aussi. Ça s'appelle le ST Bass. Très bien aussi. C'est un son plutôt vieux Fender. Très chaud à lampe. Okay. Je l'utilise pas souvent parce que comme il est chaud, le son il me bouffe certaines harmoniques à partir de la 12e case. Donc je l'utilise vraiment pour les Motown et tout ça. Et après, c'est à peu près tout. J'ai un TC Helicon pour ça que j'avais acheté pour la voix. Okay. J'accompagne des artistes, comme ça me permet de travailler aussi sur les reverbs, la justesse avec des trucs sympas. Moi, c'est tout. Après, j'ai passé un petit peu la période où je voulais tester plein de préamples. Là, je suis vraiment redevenu un petit peu soft. Ouais. Soft, ouais. Simple. Et en basse, du coup, qu'est-ce que tu as? Ah bah là, je joue principalement sur la dernière Noguera que Christian m'a faite. C'est-à-dire, c'est une 5 cordes vintage, mais single cut. 5 cordes vintage single cut. Ça, si tu veux, il m'a fait la première, il m'a fait la deuxième, il m'a fait la troisième, et là, je me suis dit, j'ai une idée, on va essayer de voir ça. J'ai appelé Christian, on s'est vu. J'ai dit voilà, je veux un son comme les premières jazz bass. Je veux voilà. Il me dit ouais. En plus de ça, il avait travaillé là-dessus parce que Yves Carbone, il avait une très très vieille jazz bass et Christian lui avait fait s'en était inspiré pour faire des modèles 60. Et Christian me dit écoute, j'ai encore du palissandre de Rio qui traîne, j'ai encore de ça, je peux t'en faire une. Donc il m'a fait cette basse-là, donc touche en palissandre de Rio qui est un bois exceptionnel dans la dynamique. C'est bluffant. C'est pas trop lourd, ça? Ah non. Puis au niveau poids, si tu veux, j'ai un concept de ceinture qui se met autour de la taille, donc j'ai absolument pas de problème de poids avec l'instrument. Ok. Ça, c'est cool, ça. Ouais. D'ailleurs, on est en train de voir ça pour sortir ça chez Savares. Ainsi que les cordes à équitension là, ça marche vraiment très très bien sur l'instrument. T'as la même pression sur toutes les cordes et ce qui te fait que ton manche vibre équitablement, quoi. Ok. Donc du coup, ça te donne la même tension, par exemple, que les basses, tu sais maintenant où justement t'as les cordes en éventail, là, c'est ça, ouais. Les fan frets. Ouais. Non. Ça, c'est autre chose. Ils ont des tensions qui sont différentes, mais c'est une optimisation du diapason. C'est pas pareil. C'est ça. Mais ils ont des cordes avec des tensions différentes. Là, l'avantage, c'est que lorsque tu appuies sur une corde, tu as exactement la même pression à fournir sur chacune des cordes. Déjà. Et ça, c'est par rapport à ta marque? Ça, c'est par rapport aux cordes que tu utilises ou c'est par rapport au chevalet, comment il est réglé? Excuse-moi, j'ai pas bien compris. Ça, c'est par rapport aux cordes. Quand j'ai appelé Savaret, je dis voilà. Est-ce qu'il est possible de me faire toutes les cordes à je sais plus combien de kilos?
j'ai envie de tester un truc. Ils m'ont dit ok, on t'envoie ça. J'ai essayé et là j'ai été plus que ravi parce que la taille des cordes, tout ce qui va avec, le son était vraiment différent, complètement différent et proche de ce que je recherchais. Ça m'intéresse. Elles sont commercialisées ou c'est un truc En cours. Ok. Bon bah tu nous tiens informés. Tout à fait. Voilà. C'est cool ça, c'est des choses. C'est bien, super. Et donc du coup, est-ce que tu as toujours été chez Noguera en tant que luthier? Alors, la toute première, c'était Loison. J'ai eu, donc après, j'ai eu un contrat avec Fender. J'ai eu 2 Fodera. Ok. Une Impériale et une NY. Ah oui, Ok. oui, oui. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Des Godin aussi. Godin fretless. Ok. Très très bonne basse, Godin fretless, en 5 cordes. Qu'est-ce que j'ai eu? Des Warwick. Ça, c'est quand j'ai commencé. Et puis, et puis après, non, après c'est tout. J'ai pas non plus eu maintes. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait le déclic un petit peu de dire bon, c'est bon, j'ai trouvé mon luthier, j'ai trouvé ce que j'aime, je sais à peu près où c'est que je veux. Est-ce qu'un luthier pour toi c'est essentiel ou est-ce que tu peux retrouver pas mal de choses sur des grandes marques? Le luthier, le gros avantage du luthier, c'est que il est là vraiment. Des luthiers, il y en a ils ont tous un peu des esprits différents. Déjà, il faut déjà avoir ça en tête. C'est-à-dire que les luthiers, ils ont tous des spécificités. Et il y en a par exemple qui sont spécialisés dans les basses hi-fi, comme Moscato, avec beaucoup de collage. Oui. Et après, tu as des luthiers qui sont plus proches des basses traditionnelles, ou qui vont plus gérer la vibration du manche, prendre le temps d'avoir un manche avec une coupe parfaite. Donc là, on est plus proche de Noguera. Moi, voilà, c'est vraiment ce que je recherchais. Ça veut dire, tu fais pas une single cut si tu as 15 000 collages dans l'instrument. Parce que tu perds le. Donc, des marques qui commercialisent. J'ai l'opportunité de travailler avec Christian, si tu veux. J'ai même pas réfléchi, quoi. Quand je vais essayer une marque, d'un pote ou d'un magasin, tout ça, je suis souvent agréablement surpris. Je dis, ça sonne bien, ça, quand on fait le camp, on essaye tous nos basses, et c'est assez rigolo, quoi, de dire, toi tu mets ça comme ça. On partage beaucoup. Ça, c'est très sympa quand on fait les camps, c'est que on partage beaucoup aussi entre nous. Ok, parfait, impeccable. Et vu que tu en parles, du coup, présente-nous du coup le camp. Qu'est-ce que c'est que le camp? D'où ça vient? Qui c'est qui l'organise? C'est une idée. Donc la première fois qu'on l'a fait à Rouen avec donc David et Romain. Et ça avait vachement bien pris. Et puis la même année, je dis on va essayer de voir ça pour essayer de faire ça un peu plus gros sur Bordeaux. Ok, oui. Et donc je passe un coup de téléphone à Adrien. Il me dit ouais carrément, je suis dispo. Je passe un coup de téléphone à Étienne. Ouais, je suis dispo. Je passe un coup de téléphone. Alors, je passe un coup de téléphone à Dominique qui me dit non, je peux pas. Il y avait Dominique, il y avait Michel Alibo aussi qui était en Martinique. Oui, il était parti en Martinique. Et je passe un coup de fil après à Linley, qui était dispo. Ok. Pascal, Franck. Allez hop, on s'est dit, on était 6 et c'est parti. Donc c'est toi l'initiative du projet Basscamp L'initiative, non, je l'ai proposé. On peut dire l'initiative. D'accord. Je l'ai proposé aux potes et tout ça. Et tous m'ont tous dit, c'est une super idée. Donc après, on s'est tous mis à réfléchir à comment on allait faire ça. Moi, j'avais l'endroit, donc je dis, écoute, l'endroit, en plus, pour un premier essai, l'endroit est sympa, on peut faire de la musique, tard. Donc voilà. Ok, et donc du coup, comment ça se passe en général une journée du Basscamp? Parce que c'est sur une journée ou 2 jours? 2 jours, on est 6, donc on a 3 masterclass par jour, un le matin, 2 l'après-midi. Ça dure, le masterclass dure, on n'est pas, tu vois, il dure entre 1h30 et 2h30. Ça dépend les questions, ça dépend l'interaction avec les gens, tu vois. Il y a des personnes, par exemple, tu vois,
Là, on a le recul, tu vois, on a quand même 2 masterclass. Il y a des personnes qui font plus peur que d'autres. Est-ce que tu en fais partie? Bah écoute, non, on essaye de. Ouais, c'est vrai que. Mais Adrien, par exemple, il faut qu'il comble. Parce que quand Adrien, il me dit bon, bah voilà, je vais vous faire un petit morceau pour faire la muse-bouche, et qu'il te sort un morceau où ça défonce sa mère, un truc de méchant, t'as tous les autres qui sont là. Ouais, tu bades quoi. Si je lui pose cette question-là, est-ce qu'il va me prendre pour un con? Tu vois? Donc c'est pour ça, il faut. Voilà. Donc après, Adrien parle de sa coupe de cheveux et de ses muscles. Ok. Quel est le type de public en général? J'imagine que tu as un large éventail. Est-ce que tu as aussi des débutants Ouais, ou pas ça c'est tant que vraiment ça? cool. Ouais. Surtout, alors, on a eu des débutants dans les 3. Des personnes qui viennent comme ça par curiosité. Je te dis encore une fois, t'as des personnes qui tu vois, comme Étienne par exemple, au premier camp qu'on a fait, Étienne il a quasiment pas joué pendant son masterclass. C'était que de l'échange et c'est passé très vite. Ça a duré 2 heures et quart. Les gens il y avait tellement de questions à lui poser. Et de tuyaux, tu vois, à donner. Bah, c'est clair. Voilà. Voilà, tu sens qu'il a une démarche intellectuelle, philosophique, tout ça, de l'instrument. Et comme Pascal, tu vois, partie des gens qui ont vachement de passif derrière eux. Oui, finalement, les gens en fait savent que vous jouez tous très bien, et ce qu'ils veulent vraiment, c'est une expérience, quoi. Ouais, c'est ça. Ce sont des questions. Ah tiens, là-dessus, tu fais quoi si tu vois un accord comme ça? Et puis on avait surtout essayé d'avoir chacun des lignes directives. Ça veut dire que chacun on avait notre petit thème. Ok. Pour pas redire 10 fois la même chose. Tu vois? Ça c'était important. Adrien il parlait beaucoup de la butée, Étienne il parlait beaucoup du placement rythmique. Pascal, lui, c'est comment adapter une partition. Donc, il est arrivé avec un gros dossier que tout le monde est parti avec. Franck, c'était sur la technique du sweeping. Moi, c'était pour la technique de buter, enfin de picking avec les accords. Tu vois. Voilà. On avait chacun une introduction à faire, et après, forcément, les questions arrivent. Ok. Non. Donc là, actuellement, il y en a eu 3 masterclass. Il y a eu celle avec, du coup, David et Romain. Ouais. Celle sur Bordeaux avec les 5 autres monstres. Et celle sur Dijon, il me semble, c'est ça? Ça sur le Dijon, donc là c'était l'année dernière. Et on a fait ça donc dans la ferme de la Ruchotte, un super resto, un endroit magnifique, où on était perdu dans la campagne de Dijon. Okay. Et ça s'est passé vraiment super bien. D'ailleurs, on est en train de réfléchir pour faire l'année prochaine aussi là-bas. On va peut-être en faire 2 l'année prochaine. Un plutôt est, un ouest. L'année prochaine, tu veux dire cette année 2022? C'est ça. Ok. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Est-ce que c'est dans les tuyaux? Là, j'ai eu Étienne avant-hier soir. J'ai eu Étienne avant-hier soir au téléphone, parce qu'au départ, avec Étienne, on s'est dit le top, ça serait de faire un camp de musique. Et pas que un camp de basse. Donc j'ai dit à Étienne, écoute, parle-en à John pour savoir si... à John McLaughlin. D'accord, ok. Classe. Parle-en à John pour savoir s'il est intéressé pour faire ce style d'événement. Parce que t'avais aussi t'avais Nico qui était dedans. Nico, je le connais super bien. Donc voilà, c'était un moment où si John disait bah ouais, on peut voir ça comme ça, et bien à ce moment-là, on mettait 3 groupes sur 3 jours, et à la fin de chaque journée, concert. Excellent. Super. Bon, et là, John, il a 80 ballets. Il veut plus faire ça. Il veut plus faire de masterclass. Donc voilà, on a eu la réponse hier. Donc il va rester tranquille et puis faire que des concerts, des festivals, des tournées, tout ça.
Et donc, du coup, l'idée, est-ce qu'elle va continuer à germer pour cette année 2022 ou est-ce que tu repars sur un Basecamp, enfin, vous repartez sur un Basecamp avec la même équipe? Alors on va voir en fonction des dispos de chacun, parce que justement je voulais faire ça aujourd'hui, envoyer un petit message un peu à tout le monde. Bon, Étienne il est bon, donc déjà on est deux. Déjà c'est bien, c'est un bon début. Faut que j'envoie un message aujourd'hui pour savoir qui est dispo ou pas. Franck il a beaucoup de concerts pendant le mois d'août, donc savoir s'il sera dispo. Parce que ça se ferait en août cette année? Ouais, ça sera sûrement... On a commencé à réfléchir à une date. Déjà celui à Dijon, je pense qu'on peut envisager déjà d'en faire un entre le 19 et le 21. 2 jours c'est bien. Ok. 19-21 août. Toujours sur Dijon, est-ce qu'il y en a à un autre endroit? Alors, on fera Dijon et je pense qu'on va commencer à réfléchir. Là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais faire une sorte de lancer une perche sur Internet, sur Facebook, pour savoir un petit peu s'il y avait des gens qui avaient des endroits pour le faire, l'organiser. Mais plutôt côté Nantes, tu vois. D'accord. Nantes, c'est bien. Tu vois, Nantes, c'est bien. C'est un bon endroit, je pense. Poitiers, Nantes. Ok, ça marche. Plus dans ouais, une date dans l'Est, une autre dans l'Ouest. Ou Bordeaux, je sais rien. Tu vois. Le truc qu'il faut voir aussi, c'est au niveau de la... tu vois, Bordeaux, ce qui est bien, c'est que les gens de Paris peuvent aller à Bordeaux. Les gens de Toulouse peuvent aller à Bordeaux, à Jeun. Tu vois, Bordeaux, c'est quand même... Ça va vite pour aller à Bordeaux. Bah, de Paris, t'en as pour 2 heures en train. Ça va très vite. C'est vrai que Bordeaux, c'est un bon centre. Après, Nantes aussi, c'est très bien. Hein. Mais du coup, ceux de Toulouse, ils iront plus peut-être à Dijon qu'à Nantes, je sais pas. Bah, comme Dijon, c'est quand même... Ouais, tu vois, le fait de faire une sorte de ligne droite, après, on perd un peu les gens de tout ce qui est Bretagne et... Ouais. Après, voilà, nous, c'est ce qu'on se dit aussi, c'est-à-dire que quand on fait un événement comme ça, si les gens, ils veulent pas... Parce qu'on a eu des gens qui m'ont envoyé des messages, « Ah oui, mais c'est à 2 heures de chez moi, 3 heures de chez moi, c'est trop loin. » Ouais. Bon, à un moment donné, tu peux pas pousser les gens à... Tout à fait, exactement. Ah ouais. Ah là là, ah ben oui, mais l'odeur du papa et tout. Des podcasts. C'est parfait. Il a une bonne voix. Avec un bon petit effet, c'est parfait. C'est nickel. Ouais, donc du coup, une sur Dijon. Dijon, ça va se faire. Dijon, ça va se faire. J'ai eu Fred au téléphone, il est hyper emballé. Et puis ça s'est surtout super bien passé. Bass Magazine, tout ça, est à fond avec nous. Et puis ce que j'aimerais cette année, vraiment ce que j'aimerais cette année, l'année dernière on s'y pris un peu tard, c'est pour ça qu'on essaie de faire ça vite, c'est de faire intervenir des luthiers, dans le Basecamp pour que les mecs viennent exposer, dire ce qu'ils font. Cool, très 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 bonne idée ça. Ça serait super ça. Ça serait très, très Donc bien. comme ça, les gens aussi peuvent. On était sur un plan au Sismic. Au départ, on devait le faire au Sismic à Aix-en-Provence. Ok. Et puis le problème, c'est que c'est une institution qui est très très lourde à gérer. Donc il fallait des accords Covid, machin, tout ça. C'était en pleine période du Covid aussi. Hein. Donc c'était plus compliqué. Alors que là, bon, le fait de passer directement par quelqu'un qui est privé, c'était rapide à mettre au point. Mais là, oui, voilà, le but, c'est vraiment de dire, bon, l'année prochaine, on fait un truc avec... En plus, il y a plein de luthiers qui étaient dégoûtés l'année dernière de ne pas pouvoir venir. Donc, il y a plein de choses. Les luthiers français, les gens en France, ils font des trucs vraiment super. Et c'est le moment où, justement, les gens peuvent voir, essayer... Exactement. Parfait. Et donc, du coup, les dates et tout ça, ça sera diffusé sur quand? Sur les réseaux pour un petit peu en parler aussi sur le podcast, sur nos chaînes respectives avec Jules aussi. Est-ce que tu as... Quand est-ce que tu es... Ah, je fais comme je peux, hein, les mecs. Mais il bouge plus, là, il bouge plus. Regarde, il a les yeux à l'envers, il révulse. Arrête de tourner, il va vomir. Non mais ça, groove, ça les mecs, ouais. C'est le groove. Ouais. C'est ça, c'est le gros. Je pense que dans les 2 semaines ça va tomber. Ok, parfait, impeccable. Ah, trop cool.
Parce que ça serait vraiment bien qu'on essaie de couvrir l'événement. Putain, là, à chaque fois, moi, ça tombe. Mais là, on s'est dit, il faut qu'on bloque les dates, quoi. Comme ça, on fait les. Comme ça, même, tu vois, si on peut essayer de caler avec toi des interviews, avec les intervenants, avec les lutteurs. Bien sûr, le but, c'est que ça. C'est encore une fois, notre optique, hein, et c'est pour ça qu'on s'est encore eu avant-hier avec Étienne, on est vraiment dans l'optique d'échanger. On le fait pas pour gagner du pognon, on le fait vraiment parce que voilà, tout mis bout à bout, si tu veux, c'est pas un truc qui te fait gagner. T'es mieux à faire un concert, hein, tu vois. Nous, on le fait vraiment dans l'optique de partager, de rencontrer. Exact, c'est ça. Et puis nous, on se sent la gueule. Ouais, tu m'étonnes. Ah bah oui. Tu m'étonnes. Ben oui, après, tu as un événement où tu vois tous les copains et tout, machin. Non, c'est vrai que ça doit être énorme. Et oui, parce qu'on se voit, Adrien, on se voit plus souvent, mais même Étienne, quelquefois, on se croise. Mais d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, on fait un masterclass en duo, une sorte de mini-camp au mois de, je vais vous dire ça, avec Pascal Mulot, au Havre. Si vous avez envie de passer l'info. Pascal, je sais plus quand est-ce que c'est. Sûrement, je pense que le prochain invité sera Pascal, je pense. Jules, vu que tu le connais relativement bien. Alors, il va encore dire des conneries, Pascal. Ah non, mais c'est clair. Ah bah voilà, je vous présente aussi ma chatte. Ah, c'est bon, il y a tout le monde. Voilà. Et là, je crois que je vais donner le biberon en même temps. Comme ça sera fait, les mecs. Et non, mais pas de souci. On est en famille, tu vois. Exactement. Très bien. Je suis désolé. Non, mais il faudrait voir la scène, les gars. C'est assez comique. Il y a mon bébé sur moi. Voilà. C'est bon. Attends, j'arrive, je vais chercher le biberon en même temps. Donc, du coup, la masterclass avec Pascal, ça serait quand, Seb ? 17 avril. 17 avril, ok. Sur le Havre. Il y a déjà 5 inscrits, sans avoir fait trop de com. Pas du tout, même. Okay. Et je pense que ça va se remplir vite. Parce que du coup, il y a une date, il y a un quota à respecter au niveau des participants. Une vingtaine, pas plus. Je trouve qu'au-delà à 20 participants. Ouais, au-delà de 20, après, c'est beaucoup moins humain. Ok, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est. Tout à fait. Voilà, tu t'es pas là pour poser ton cul, jouer tout ce que tu peux en peu de temps. Ça, c'est vraiment, pour nous, c'était vraiment hyper important, ce côté vieux concept de masterclass où à la Satriani, où c'est bon, vous avez des questions ? Ouais. Non ? Bon, bah je vais aller boire l'apéro. Non, ouais. On voulait pas ça, quoi. On voulait pas ça. Et c'est ce qui plaît vraiment énormément aux gens, parce que les gens sont tous partis, comme ils disent, avec les étoiles dans les yeux, quoi. Et le fait de jouer avec nous aussi, c'est sympa. Là, c'était très drôle, ça. T'avais Alexandre. Quel Alexandre qui était venu, Ah bah le mec le bassiste de Swan, là, c'est ça ? C'est ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu la photo à Dijon. Ouais, il a fait la jam avec moi et avec Adrien et moi. En plus, il joue super bien, Alexandre. Ah ouais. Il joue super bien, il a un bon petit slap et tout. Ah oui, c'était très drôle de le voir. C'était rigolo, on en a reparlé avec Adrien. Il était mais comme un gamin, quoi. Comme un gamin qui était devant un sapin de Noël, quoi. Ouais. Ouais, c'était très très drôle. C'était très très sympa. C'était surtout très très sympa. Ok, ben comme ça au moins tous ceux qui veulent aller au Basecamp, n'hésitez pas à contacter directement Seb ou à passer par les réseaux, je pense que... Je vais noter tout ça. De toute façon, c'est relayé par tous ceux qui y participent, donc forcément... Trop cool. Parfait. On va faire un petit point, Seb, avant de terminer sur... actuellement, est-ce que tu continues à donner des cours ou pas du tout ? Alors, qu'est-ce que tu veux dire par donner des cours ? Est-ce que tu as des élèves en particulier ? Est-ce que en cours particulier ? Est-ce que tu as du coup des petits lives sur Facebook où tu interviens sur des thématiques précises ? En gros, est-ce que tu donnes des cours ? Eh ben, oui, je donne des cours dans des salons. Parce que je me suis aperçu, voilà, les cours, j'en fais très peu des cours à une personne. Ok. J'en fais très très peu, mais je préfère vraiment avoir une sorte de... Parce que quand tu abordes des choses, on va dire que ça peut servir à tout le monde.
C'est vrai. Oui, tout à fait. J'essaie de rassembler des gens qui ont à peu près les mêmes connaissances, les mêmes envies dans des cours. Et ça permet en fin de compte, après, à ces gens-là, à moindre coût, d'avoir accès à de la matière. Et en général, sur tes salons, t'as combien d'élèves à peu près? J'en ai, là, le dernier que j'ai fait, ils étaient 12. Ok, c'est du coup des infos, toutes les infos sont sur ton Facebook? Ouais, là, je vais en faire un tous les 15 jours. 15 jours, c'est bien. C'est bien, super. Ça laisse le temps aux gens de bosser un peu ce qu'on a vu. Je fais un gros effort par rapport, parce que j'ai beaucoup voyagé en Afrique. Il y a beaucoup de bassistes africains qui, forcément, on n'a pas la même monnaie, on n'a pas les mêmes qui sont en demande monstrueuse de savoir. Et il faut leur donner, quoi, parce qu'ils ont plein de choses à dire, mais ils savent pas comment le faire. Donc là, ce que je vais faire, la prochaine étape, c'est que je vais créer des salons que pour l'Afrique, où il y aura beaucoup plus de monde, ou pas, peu importe. Le but, c'est à un prix vraiment, tu vois, ça va être 2 euros, tu vois, pour que il y ait au moins l'engagement de dire je paye pour quelque chose, parce que si tu fais gratuit, après, t'as pas le même engagement, même si c'est 1 ou 2 euros. Hein. C'est vraiment pas un truc pour gagner de l'argent, c'est vraiment un truc pour dire voilà. Mais 2 euros pour quelqu'un qui gagne 400 euros le mois, bon, voilà, c'est pas non plus. Voilà, faut mettre les choses dans le contexte, quoi. Parce qu'en temps normal, du coup, combien ça coûte les cours en salon? Là, je l'ai fixé à 9 euros. Ok, ça marche. Oui, ce qui est très raisonnable. Très raisonnable. Et puis encore une fois, je le fais quand j'ai un peu de temps, que je me dis tiens, ça pourrait être sympa de voir ces choses-là. Et les gens ressortent toujours contents parce qu'ils peuvent enregistrer le live. Le but, c'est qu'ils puissent bosser derrière, quoi. Donc ils l'enregistrent et après le retravaillent. Oui, j'ai même vu que tu permettais aussi à ceux qui ne sont pas présents au moment du live de pouvoir le visionner après. Ouais. Bon, c'est plus compliqué, ça, parce que la dernière fois, on l'a fait sur Messenger. Parce que maintenant, Facebook peut créer des salons et les salons se font sur Messenger. Mais le problème, c'est que si tu n'as pas de téléphone, tu ne peux pas l'enregistrer directement sur ton ordinateur. Il faut que tu aies un téléphone pour faire une capture d'écran. Sinon, ça marche pas. D'accord, ok. Sinon, ça marche pas. Et en temps normal, est-ce que tu as toujours les mêmes participants à chaque cours? Ou est-ce que c'est toujours des gens qui brassent un petit peu Ça dépend. T'as un noyau de personnes qui revient régulièrement. Ouais, t'as un noyau de personnes. Puis après, t'as plein d'autres personnes qui se greffent dessus. C'est ça qui est intéressant. Là, pour l'instant, les masterclass où il y a le plus d'énergie, plus de demandes, c'est ceux que je fais on le fait sur Skype. C'est pour les personnes d'origine brésilienne. Ok. Wow. Ça veut dire que les mecs au Brésil sont ultra fans de mon jeu. Alors je sais pas pourquoi. C'est la percussion, ça. Ouais, mais je pense qu'il y a un truc à faire. Et je fais des masterclass comme ça sur Skype. On est entre 20 et 25, tu vois. Chouette. C'est bien. Alors je parle anglais forcément parce que je parle pas très bien brésilien. En tout cas, tu le fais bien. Ouais. Et donc, du coup, quel conseil tu donnerais aux personnes qui veulent jouer comme toi, de jouer comme toi? Quel est le conseil pour jouer comme Sébastien Tibax? Non, justement, le but, c'est pas de jouer comme quelqu'un. Ça, c'est un truc qu'on essaie de faire comprendre aussi aux gens qui viennent au camp. Le but, c'est pas de jouer comme. Le but, c'est de jouer comme on a envie de jouer. C'est d'aller vers quelque chose qui nous tient à cœur, parce que chaque personne a une culture, a une morphologie différente, a une appréhension d'instruments différents. Donc le but, nous, ce qu'on essaie vraiment, et c'est vraiment le leitmotiv quand on donne des cours ou des masterclass, c'est d'apporter aux gens de la matière pour que eux-mêmes, dans leur manière d'aborder l'instrument, aillent plus loin. Ok. De créer leur jeu, en fait. Exactement. Jouer le morceau de, j'en sais rien, moi, je vois quelquefois passer sur les réseaux sociaux des petits jeunes qui repiquent le solo de sax, de breaker. Ouais, c'est bien, ouais, super. Mais foncièrement, ça va te servir à quoi? Parce que si tu comprends pas ce que le mec il a fait, parce que le mec qui a fait le solo, si tu veux,
je suis persuadé qu'il serait incapable de le refaire pareil que le jour où il l'a fait. Parce que c'est un solo libre. Oui, c'est une impro, ouais. Repiquer des improvisations, bon, ça peut donner des doigtés, ça peut donner tout ça, mais ça ne fait pas grossir son potentiel personnel. Tout à fait. Sauf si tu analyses vraiment ce qu'il a fait et que tu pousses un petit peu le bouchon un peu plus loin que reprendre ton petit... Tout est cassé, quoi. Ça y est, il dort. Et il dort, parfait. C'est le groovy cast. C'est ça. Donc du coup, donc créer son propre jeu. On peut s'inspirer et de quelqu'un, dire j'aime bien comment il joue lui, ou j'aime bien comment... Mais voilà, c'est quelque chose qui va permettre d'aller plus loin dans sa démarche personnelle. En fait, t'es plus un coach bassistique qu'autre chose. T'es plus... Oui, quand je donne des cours comme ça, oui, c'est vraiment dans ce sens-là. Je donne pas des exercices typiques, je leur dis voilà, vous avez de la matière sur maintenant tout ce qui est YouTube et compagnie. Je vous donne les zones, les couleurs, les machins à développer, le travail à mettre en place. Et après, c'est à vous de le faire. Parfait. Vous improvisez, vous développez. Oui, Vas-y, Jules. Non, mais ce que je disais, c'est que vous rejoignez. Parce que moi, j'ai pris pas mal de cours avec Pascal Mulot. Et qu'il y a un côté très, très philosophique que j'aime beaucoup, quoi. Là où vous rejoignez, c'est pas justement c'est vraiment de développer sa personnalité, d'être paré à peu près à toute situation c'est ça. Et voilà, et prendre du plaisir sur l'instrument, quoi. Exactement. Donc nous, ce qu'on fait, on rajoute des cordes aux arcs de chaque personne et après ils en font ce qu'ils veulent. Parfait. C'est ça. Impeccable. Mis à part les actus du Basscamp cette année, est-ce que tu as des concerts à venir? Est-ce que tu as... où c'est qu'on peut te voir en dehors des salons Facebook et du Basscamp? Eh bien, là, aujourd'hui, niveau concert, ça commence à rentrer. Hein, on sait tous qu'on est dans une période compliquée. Donc là, pour cet été, c'est principalement sur la région Aquitaine. J'en ai 15 qui sont arrivés là. Et après, là, vraiment, le Covid m'a permis de passer un cap de dingue dans le studio, dans les lignes de basse que je fais pour les gens. Donc, j'ai pas arrêté, quoi. Pendant le Covid, j'ai fait 86 enregistrements studio. Super. Est-ce que t'as un rig pour enregistrer à la maison? Alors, c'est soit à la maison, quand c'est des prods qui sont loin, soit je vais en studio. Dans quel studio? Alors, le studio que j'aime beaucoup, c'est à Pessac, qui s'appelle Ezat Recording. Ok. Où là, on a enregistré l'album de The Maze, là, qui fonctionne très très bien d'ailleurs. C'est un album qui fonctionne très très bien, surtout en Asie. Avec... alors je me trompe tout le temps sur son nom, Anake, la chanteuse de... La chanson de qui? De Gathering? Ouais. Ah, Anike. Anike, voilà. Donc avec Anike, qu'on a très très sympathique en plus. Et donc ça, c'était vraiment l'album là. Et comment tu l'as rencontré, cette chanteuse? Par l'intermédiaire de la personne qui faisait l'album, Alexis. D'accord, ok. C'est lui qui est à l'origine de l'album, et puis il a voulu avoir des personnes particulières sur son album. Donc il a fait appel à Anike, il m'a appelé. Là ils sont en train d'enregistrer un nouvel album. Donc avec d'autres personnes, c'est bien, il faut faire tourner les personnalités. Les personnalités, c'est important ça. Et c'est comme ça, voilà, que le projet s'est mis en route. Après, j'ai fait aussi le dernier album de Jim Lopez, qui est sympa. J'aime beaucoup ce qu'il a fait. Je sais pas si vous connaissez. Du tout. C'est le guitar tech de Steve Lukather. Ok. Ça me dit un truc. Donc c'est lui qui a fait la tournée de Toto pendant 4-5 ans, un truc comme ça. Donc il réglait les guitares, les basses comment il s'appelle? À l'époque c'était Nathan East. Ok, ouais. Et ouais, très très bon bassiste. Ah oui, super mec aussi. Donc voilà les nouvelles.
pas mal. Là, j'ai encore 2-3 albums à faire. Et puis après, ça tombe progressivement, quoi, comme ça. Ah, super. Ok. Et en général, c'est des gens qui te contactent directement ou ça passe par une boîte de prod ou directement le studio avec qui tu bosses? Comment ça se passe en général? De tout. C'est soit par réseaux sociaux, oui, bonjour, voilà, machin. Soit par la boîte, le studio, les studios, voilà. On a besoin d'un bassiste pour 2-3 morceaux. Est-ce que tu peux faire le truc? Oui, bien sûr. Ou l'artiste qui me contacte directement par téléphone, ou j'en sais rien, tu vois. Et tout est possible. Ok. Et donc, du coup, comment on peut te contacter? On peut me contacter sur les réseaux sociaux. Ok, donc Facebook, Instagram. C'est ça, Instagram, Facebook, Instagram. Et puis Instagram, j'ai quelqu'un qui s'occupe de mon compte, donc forcément, je suis un petit peu moins réactif. Ok. Parce que là, c'est le réseau social où j'ai... Vraiment, il y a une grosse portée, encore une fois, dans tout ce qui est musique, brésilien et compagnie. Ouais. Au départ, j'étais pas trop chaud pour Instagram, et puis je me suis dit, je vais m'y mettre. Et je comprends pas trop non plus comment contrairement à Facebook, comment ça fonctionne au niveau des partages, des machins, tout ça. Mais c'est là où il y a le plus de réactivité par rapport à tout ce que je mets. Bassiste US Magazine me publie toutes les semaines. C'est super. Voilà, à chaque fois je vois passer le truc, et à chaque fois c'est les gens comme ce sont des gros bassistes, de gros magazines, donc forcément les gens après s'abonnent. Et Ouais, t'as souvent des liens quand tu vois des vidéos de grands bassistes mondialement connus, t'as souvent des petits liens dessous pour aller sur le bassiste machin, et puis après quand tu reviens sur le lien, tu arrives sur Sébastien Tibax et puis voilà, et tu t'abonnes. Est-ce que pour clôturer cette entrevue qui était fort intéressant, est-ce que tu as moi j'aime bien clôturer en général mes interviews comme ça, si tu avais le conseil à donner à nos auditeurs? Le conseil, c'est vraiment de s'écouter, dans le sens où si on va si on fait quelque chose un petit peu à reculons, on va pas apprendre, on va faire. Alors que si on se met en challenge et on se dit tiens, ça, ce type de morceau, ce type de groupe, parce que le but quand même en tant que bassiste, c'est d'intégrer un groupe, c'est d'intégrer des gens avec qui jouer. Si on s'entend pas déjà du côté humain et que il n'y a pas de sensibilité à ce niveau-là, forcément à un moment donné l'énergie qu'on a au départ va très vite s'essouffler et va se casser. Donc il faut vraiment le faire en fonction de ce qu'on ressent lorsqu'on est avec des humains, tout simplement. Magnifique conseil. Écouter son instinct, quoi. Dire je sens bien ce groupe-là, je pense qu'il y a quelque chose à faire, et pas y aller reculant, quoi. Parfait. Seb, merci. De rien. En tout cas, vraiment merci d'être le premier invité du Groovycast. On met en lien du coup toutes les infos sur Seb en description, mais bien sûr aussi tous les réseaux sociaux. Et dès que les dates du Basecamp sont ouvertes, on partagera tout ça avec Jules. Et on essayera de faire en sorte de peut-être venir au Basecamp, soit en tant que participant, soit en tant qu'intervieweur. Donc voilà, on essaiera de faire un max pour partager cet événement qui est fantastique tous les ans. Eh bien, merci à vous. Ouais. Très bonne fin de journée. Et encore, profitez bien de tout. Merci, Allez, merci beaucoup. à Seb. Salut, plus. ciao, des grosses bises.